Mesdames, Messieurs, les représentants des institutions, Mesdames, Messieurs, chers auteurs et collaborateurs, chers amis, c'est avec le plus grand plaisir que je vous accueille pour la remise des prix du 18e Grand Prix éditorial du SPEPS. Le SPEPS est aujourd'hui une signature qui rassemble 36 éditeurs, 223 publications papier, 211 services de presse en ligne. Le SPEPS, plus encore aujourd'hui qu'hier, est engagé dans une démarche responsable et partagée pour faire de l'appartenance au SPEPS un label de qualité. Principal moyen d'information et de formation de plus d'1 million de professionnels de santé, la presse spécialisée est entrée dans une démarche non seulement de qualité, mais également de transparence, qui repose en particulier sur une gestion optimale des liens d'intérêt, sur une stricte application des bonnes pratiques éditoriales en matière déontologique et de publicité, et sur une stricte indépendance éditoriale. Pour garantir ces engagements, le SPEPS s'est notamment doté d'un comité d'éthique et déontologique composé de personnalités qualifiées et indépendantes. Il est de même signataire d'une charte signée avec le LEM et l'UDA, réglementant nos relations avec l'industrie pharmaceutique. Mais comme il est d'usage, mais surtout parce qu'il le mérite, je voudrais remercier les membres du jury du Grand Prix éditorial et son président André Grimaldi. Votre travail, j'en suis sûr, messieurs, mesdames, qu'il est difficile pour sélectionner et choisir parmi tous les articles envoyés par nos maisons d'édition pour récompenser les lauréats des prix du meilleur article éditorial, de synthèse, de recherche, de retour de congrès pour la santé humaine, la pharmacie et la santé animale. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, vous savez l'attachement que nos maisons d'édition ont depuis 18 ans à ce Grand Prix éditorial. Vous savez que nous essayons de choisir les meilleurs articles des auteurs que nous publions pour les honorer de l'un des Grands Prix. Et si nous sommes à cette occasion dans l'esprit de toute compétition, l'essentiel reste bien sûr pour nous tous d'y participer. Je voudrais aussi remercier les membres du conseil d'administration et du bureau du SPEPS pour le temps qu'ils consacrent à la défense de notre profession, à la défense de nos valeurs, pour les faire partager auprès des institutions et des industries de la santé face aux multiples problèmes que nous rencontrons pour la diffusion du savoir et des connaissances dans le cadre de la défense de l'espace scientifique francophone. Je remercie, bien entendu, Alain Ducardonnet qui, depuis un grand nombre d'années, anime le Grand Prix éditorial. Chers amis, après la remise des prix, je vous invite au verre de l'amitié autour du buffet qui vous est offert. Cher Alain, je te laisse la place. On applaudit le président. Gilles, merci beaucoup. Alors, donc, nous allons accueillir les différents lauréats, bien évidemment, et puis vous allez voir sur ces écrans défiler, comme d'habitude, les nominés, et puis, bien évidemment, toutes les informations concernant l'éditeur, le rédacteur en chef, toutes ces informations qui vous parleront, bien évidemment. De tradition, nous commençons cette remise des prix par un prix concernant un éditorial de qualité, et donc nous devrions avoir voilà, les présélectionnés. Et comme il y en avait 6, on a encore une autre slide, voilà. Eh bien, le gagnant et le dernier dans la liste, c'est Arnold Munich, que j'ai le plaisir d'accueillir à la tribune. Sous vos applaudissements, bien évidemment. On va vous remettre le trophée. Voilà. Bon, est-ce qu'il faut présenter Arnold Munich? Non. Mais je vais quand même dire un petit mot. C'est un pédiatre connu, reconnu, un généticien de grande qualité. Il a été le créateur et chef du département de génétique médicale. Et puis, il avait une deuxième casquette que vous avez sûrement bien connue aussi, puisqu'il était conseiller à la présidence de la République pendant un certain nombre d'années, une dizaine d'années, je crois. 5. Bon. Ah, très bien. Et vous étiez attaché à M. Sarkozy. Bon, c'est bien. Alors, donc, votre éditorial s'appelle « Mal nommer les choses ». Et vous commencez cet éditorial par une citation d'Albert Camus. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Ne pas les nommer, c'est nier notre humanité. Et tout ça, vous l'appliquez donc à la génétique, bien évidemment,
et vous considérez que beaucoup de personnes maltraitent ou ne situent pas très bien les espoirs qu'on peut avoir dans la génétique. Oui, merci. Vous pouvez me tenir le micro pour pouvoir me le retirer plus rapidement. Vous avez tout compris, vous voyez, c'est ça les grands spécialistes de la communication. Je vois des amis dans la salle, permettez-moi de saluer, de remercier le président André Grimaldi. Je voudrais que nos amis de Médecine Science me rejoignent si l'éditeur en chef voulait bien venir. Ça me ferait plaisir, ainsi que Suzy Mouchet. C'est un journal qui est récompensé aujourd'hui. Suzy, venez aussi. Suzy était là pour le numéro 1 de Médecine Science il y a 30 ans 30 ans. 30 ans au service de l'information de haut niveau. Alors, l'éditeur en chef est là, et il y a un autre éditeur en chef que je voudrais saluer, c'est notre ami Hervé Schneeweiss. Je vous réponds à votre question. Les fake news, ce n'est pas que Trump. Hein. Il y a des fake news aussi dans notre domaine. Et je pense que c'est extrêmement important que des scientifiques prennent la parole pour démentir les fake news. Dans mon domaine, qui suit la génétique, alors les fake news, c'est à volo, hein, c'est tous les jours presque, qu'on promet la guérison pour demain, que l'avenir est inscrit dans nos gènes, que notre destinée, il suffit de la décrypter dans notre génome. C'est évidemment des fake news. Et c'est très important que des scientifiques qui ont passé leur vie dans ces domaines-là, et une grande revue comme Médecine Science, permettent de démentir ces fake news. Donc, je pense que d'une manière générale, l'opinion surestime la science, elle surestime particulièrement la génétique. Donc, je vous le dis, mesdames et messieurs, les gènes causent les maladies, mais nos gènes ne permettent pas de prédire la maladie. Et effectivement, comme bien peu de scientifiques prennent la parole, et je le regrette, eh bien, qui s'empare de l'opinion, ce sont des gens qui ont tout intérêt à diffuser des tests génétiques ou lever de l'argent ou raconter toutes sortes de carabistouilles, au premier rang desquels les transhumanistes, bien sûr, dont certains sont extrêmement célèbres sur les ondes de radio et qui racontent des choses qui sont totalement dénuées de fondements scientifiques. Alors, ce qui me frappe, et c'est pourquoi j'ai fait cet éditorial, c'est que les gens légitimes ne prennent pas la parole. Il y a des tas de gens totalement illégitimes qui la prennent, mais ceux qui sont légitimes ne la prennent pas. Moi, j'appartiens à une génération qui est celle de mai 68, où nos laboratoires étaient politisés. Quand j'arrivais à Cochin, il y avait l'Humanité tous les jours. On discutait beaucoup. Et les scientifiques prenaient la parole, ils défendaient leurs opinions. Scientifiques ou politiques, c'était souvent mêlé d'ailleurs. Mais c'est très intéressant parce qu'on ne se laissait pas faire. C'est parce que peut-être nos patrons ne s'étaient pas laissés faire. Ils s'étaient battus, ils avaient survécu, et ils ne s'étaient pas laissés faire. Notre génération ne s'est pas laissé faire. Je vois aujourd'hui des scientifiques qui disent « oh, qu'importe, pourquoi tu veux que je me rapproche d'un micro pour démentir ces paroles ?» Ça n'est pas ma place. Et ben, je crois qu'au contraire, et c'est pourquoi j'ai fait cet éditorial, c'est la place des scientifiques de venir démentir les paroles mensongères, les paroles transhumanistes, totalement dénuées de fondement. Voilà pourquoi j'ai fait l'éditorial. Bravo. Allez, restez pour la photo. Vous avez droit à la photo. Voilà, Arnaud Munich a été très sympathique. Il n'a pas cité les médias et les journalistes. Pas encore. Merci beaucoup. Deuxième prix, l'article de formation pour les médecins généralistes. Là aussi, vous allez découvrir les présélectionnés. Et donc, les gagnants. Et je vais appeler donc à la tribune le docteur Catherine Bonnet, le docteur Jean-Louis Chabernaud. Je crois que les deux sont présents pour un article paru dans le Concours médical et donc consacré inceste, violence sexuelle à l'encontre de l'enfant. Venez avec nous. C'est un dossier qui est un peu d'actualité, j'allais dire, malheureusement, mais aussi un dossier extrêmement complet et complexe. Alors, vous êtes psychiatre, psychiatre d'enfants et d'adolescents, et donc vous avez voulu donner, en fin de compte, dans ce dossier, quelques clés pour nos amis généralistes qui sont, a priori, d'après ce que vous en dites, quand même en première ligne, pour pouvoir essayer de découvrir les choses. Comment est-ce qu'on peut être alerté par rapport à un enfant qui aurait subi ces violences? Écoutez, je crois que la première chose, il faut que les généralistes puissent écouter l'enfant seul et qu'ils reçoivent en premier les parents, parce qu'un enfant, les parents seuls et ensuite l'enfant seul, un enfant ne pourra pas parler
ne pourra pas dévoiler en présence de ses parents parce que contrairement à ce qu'on peut imaginer, les enfants se sentent tellement coupables par les agressions qu'ils ont subies, ils pensent qu'ils ont fait des bêtises, ils ont honte. Et je crois que dans cet article, on explique toutes les causes des difficultés du dévoilement et qu'il faut que les généralistes comprennent que ça, c'est essentiel. D'autre part, devant des signes d'alerte, alors je ne vais pas tous les nommer parce qu'il y en a de nombreux, je crois que ce qui est important, c'est que les généralistes puissent poser des questions à l'enfant seul, mais progressivement. Et ce qui est important, c'est de pouvoir évaluer s'ils vont être dans une situation pour établir une suspicion de violence sexuelle et pouvoir signaler. Mais alors, le collègue précédent parlait des aspects politiques. Or, depuis 20 ans, avec Jean-Louis Chabernaud, nous essayons d'alerter les politiques de droite, de gauche, les différents gouvernements, les différents parlementaires, pour permettre à tous nos collègues de signaler quand ils ont des suspicions de violence sexuelle. Or, actuellement, les médecins restent face à un dilemme. Soit ils signalent et ils sont l'objet de poursuites disciplinaires encore, soit ils ne signalent pas et ils peuvent être l'objet de poursuites pénales pour ne pas avoir signalé. Or, on aimerait beaucoup qu'à l'occasion de ce prix, qu'il y ait une prise de conscience, pas simplement sur le plan clinique, mais sur la nécessité que les médecins n'aient plus peur de signaler, c'est-à-dire que la loi puisse changer. Ça nous paraît très important. Vous voulez dire qu'à ce moment-là, le secret médical doit être levé? C'est ce que vous entendez? Le secret médical est déjà levé. Or, il y a actuellement des informations fausses ou des compréhensions confuses. Un certain nombre de collègues, en particulier, il y a certains milieux juridiques qui disent qu'il y a déjà une obligation de signaler. Ça a été dit à la télé il y a seulement quelques jours, parce qu'on mélange le fait que si on ne signale pas, on peut être poursuivi pour ne pas avoir signalé. Mais ce n'est pas ça qui fait l'obligation de signaler. Elle existe aux États-Unis depuis 40 ans. Ce sont des médecins qui, grâce au très célèbre article de l'enfant battu du professeur Kempe et de tous ses collaborateurs, qui ont vraiment fait un lobby, comme on essaie de le faire avec Jean-Louis depuis des années, pour faire insérer dans la loi une obligation de signaler. Et c'est ça qui protégera l'enfant véritablement. Parce qu'actuellement en France, les enfants mineurs restent exposés parce que les médecins sont en difficulté pour signaler et ils sont pris face à un dilemme. Alors je crois que vraiment, là, parce qu'il y a de nombreux médecins, il faut que tout le monde s'y mette. Je voudrais juste ajouter que quand vous regardez le taux de signalement actuellement, il est extrêmement bas puisqu'il est de quelques pourcents, 2% à 3% selon les études, et qu'on est surpris de ce chiffre aussi bas. Et je pense que ça tient beaucoup à ce que Catherine vient d'expliquer et qu'il faut absolument que ça change. Alors, une question quand même, et je la repose, c'est comment, quand vous êtes médecin généraliste et que vous êtes face à un enfant ou à sa famille, qu'est-ce qui peut vous alerter? Qu'est-ce qui peut faire que une situation particulière va vous mettre la puce à l'oreille et engager la stratégie que vous évoquiez? Alors, si vous voulez, il y a deux formes cliniques qui sont majeures, mais évidemment, elles sont souvent complexes et mélangées, mais de manière un peu schématique. Il y a la forme traumatique, on en parle beaucoup en ce moment, parce que ça ressemble pas mal à ce qu'on voit pour les victimes d'attentats. Ce sont des enfants qui ont très peur, l'agression est brutale, elle est clairement brutale, et l'enfant a tous le syndrome post-traumatique avec des cauchemars, avec des images de l'agression qui remontent, qui le gênent, qui lui font peur, qui lui aboutissent à des évitements de situations. Et il y a une forme qui est beaucoup moins connue, qui est la forme insidieuse, très progressive. L'agresseur va faire croire à l'enfant, sous prétexte d'éducation, de ceci, de cela, va s'occuper de la vulnérabilité de l'enfant et essayer de l'attirer. Et à ce moment-là, d'un besoin de tendresse de l'enfant, qui est assez naturel, d'un besoin d'affection, d'un besoin d'attention, il va progressivement l'agresser. Et l'enfant ne comprend pas. Alors l'enfant, quel que soit son âge, ne comprend pas. Il est manipulé avant d'être agressé sexuellement. Et il y a bien souvent des violences physiques qui précèdent chez les tout petits des violences psychologiques. Et l'enfant croit que c'est une punition. Parce que, bon, quand on gronde les enfants, quand on est parent, bon, les enfants pensent que les parents ont raison et que les adultes ont raison et qu'ils ont mérité. Et les petits, les enfants prépubères, pensent souvent que l'agression est comme une punition. Donc, vous voyez, pour toutes ces raisons, ils n'arrivent pas à parler, ils n'arrivent pas à demander de l'aide. Et pendant des années, par exemple en France, le délai moyen pour révéler spontanément
Des agressions sexuelles, ça a été fait par un sondage auquel j'ai participé avec une association de victimes d'inceste, il est de 16 ans. 16 ans après les faits. Ce sont 16 années de souffrance, 16 années pendant lesquelles les personnes ne sont pas protégées. Et ces années pendant lesquelles il va y avoir donc des soins, des thérapies qui ne servent pas si les enfants ne sont pas protégés. Vous voyez, c'est tout un ensemble de choses. Je voudrais quand même dire quelque chose à propos des garçons. On parle actuellement beaucoup des filles, des garçons. Mais il y a aussi des garçons qui se font agresser. Et l'étude épidémiologique la plus importante, celle de l'ACE Study, montre, qui est une étude américaine faite sur 17 000 adultes qui ont déclaré ce qui leur était arrivé dans l'enfance. Ce sont 25% de femmes et 16% de garçons. Et donc c'est très important de le savoir parce que les filles, les femmes parlent de plus en plus, ce qui est très bien, mais les garçons aussi sont victimes d'agressions sexuelles. Voilà, c'est un dossier qui est tout à fait lourd au sens étymologique, mais c'est vraiment un très beau dossier. Photo. Et nous passons donc maintenant à la médecine spécialisée. Les nominés, rhumatologie, médicaments biosimilaires et obésité. Eh bien, le gagnant, c'est la revue Obésité avec le professeur Olivier Ziegler, que j'accueille sous vos applaudissements. Voilà, Olivier Ziegler dirige le service de diabétologie, maladies métaboliques et nutrition à Nancy, au CHU de Nancy. Alors, dans l'intitulé, il y a deux parties. Vous dites tissu adipeux blanc. Si vous dites qu'il y a du blanc, c'est qu'il y a autre chose. Pourquoi vous dites blanc? Parce qu'il y a aussi du tissu adipeux brun qui intéresse beaucoup les scientifiques actuellement. Et le blanc, c'est celui qui correspond à l'obésité visible morphologique? Absolument. Et alors quand vous dites ensuite que ça permet d'aller vers des phénotypes anatomocliniques, c'est très beau, de l'obésité, ça veut dire que la connaissance de ce tissu, on parle de tissu maintenant, d'organes quasiment, le tissu adipeux. Oui, le tissu adipeux est un tissu intelligent finalement qui a beaucoup de fonctions et c'est précisément quand il fonctionne mal que les maladies métaboliques apparaissent. Et les causes, est-ce qu'on sait, est-ce qu'on connaît ce qui peut le faire dysfonctionner? Parce que c'est quand même ça le vrai problème. Alors ça, c'est très paradoxal parce que c'est précisément d'être trop petit ou d'être situé au mauvais endroit. Par exemple, quand on fait du tissu adipeux viscéral ou qu'on a un foie gras, c'est qu'on ne peut pas fixer ces acides gras dans les adipocytes périphériques. Autrement dit, il est dangereux d'avoir un déficit périphérique de tissu adipeux. Ça provoque des dépôts ectopiques qui sont la source du diabète, des maladies métaboliques. Et ça correspond à un terrain génétique ou c'est en fin de compte les habitudes de vie qui vont orienter de façon anormale ces adipocytes périphériques? Alors, l'obésité est une maladie biopsychosociale et j'écoutais mes prédécesseurs. On retrouve chez les candidats à la chirurgie bariatrique 11% de femmes qui ont subi des violences sexuelles. Et ça, c'est un phénomène grave. On retrouve aussi des causes génétiques, des causes épigénétiques. Il y a une programmation de l'obésité. Par exemple, ce qui est programmé, c'est la capacité d'expansion du tissu adipeux. Autrement dit, le bilan énergétique ne suffit pas. On a les moyens ou pas de grossir. De même pour la perte de poids. Il y a une régulation fine de cette possibilité, de ce potentiel de perte de poids qui va vraiment influencer l'avenir des sujets. Et donc, on a des trajectoires. Il faut comprendre ces trajectoires sur le plan biologique, il faut des compétences biomédicales, mais également sur le plan psychosocial. Donc là, vous nous dites qu'en fait, on peut, quand on est en face d'une personne obèse, avoir une idée de sa trajectoire et du pourquoi, en fin de compte, parce qu'il y a plusieurs types, il y a plusieurs phénotypes, il y a plusieurs aspects, et donc vous allez réussir à classer l'obèse qui est en face de vous? Oui, nous sommes en train de le faire. Il y a un projet de classification à la Edmonton des formes d'obésité qui est presque abouti avec Arnaud Badevant. Mais en fait, ce n'est pas ça le plus important. Ça, c'est important pour le système de santé, mais pour la personne, ce qui est très important, c'est de l'aider à trouver du sens à cette maladie chronique qui est stigmatisante, qui est rejetée par le grand public, qui est rejetée aussi par les médecins de corps médical. Donc les gens ont besoin d'être compris, ils ont besoin d'être accompagnés, et il faut les aider à trouver du sens. Et connaître la maladie sur le plan biomédical, ça nous aide beaucoup à la connaître sur le plan psychosocial. Voilà, c'était une nouvelle façon de voir les obésités, puisqu'en fin de compte, on pourrait donner ce pluriel. Bravo à vous. Et on en profite pour saluer très amicalement Arnaud Badevant et son courage. Pardon. Je voudrais vraiment
Parce que Obésité, c'est une très jeune revue qui a 10 ans. On n'a pas 30 ans, on a 10 ans, mais j'ai été le premier rédacteur en chef et je voudrais remercier l'implication de Méline Berthelot pour le développement et la survie de cette revue qui a beaucoup d'importance pour moi et pour l'ensemble de la discipline. Toujours un travail d'équipe, très bien. Et nous continuons par rapport à nos professionnels de santé avec les chirurgiens dentistes. Là aussi, 2 nominés. Et le vainqueur, j'appelle à la tribune Catherine Millet et Guillaume Bonnet. Sous vos applaudissements. Et là, nous partons à Lyon et à Clermont-Ferrand. Catherine Millet est aux Hospices civils de Lyon et Guillaume Bonnet à Clermont-Ferrand au CHU. Alors, en chirurgie dentaire, on a eu l'occasion d'avoir un certain nombre de prix. Et là, on revient, alors je vais être extrêmement trivial et elle va me haïr immédiatement, on en revient au dentier. C'est un peu ça. Hein, et au sans-dents, voilà. Sans-dents, attendez, vous visez qui là? Vous visez qui? Voilà. Voilà, c'est cela. Donc, dans votre papier, ce que vous dites, c'est que, de façon élégante, ces prothèses amovibles complètes, qui est le terme pour remplacer le terme de dentier, assez vulgaire, bénéficient aujourd'hui quand même de quasiment tous les éléments nouveaux, et en particulier de la numérisation. Tout à fait. Est-ce que je peux dire un petit mot pour commencer? Ah, mais vous faites ce que vous voulez. Non, pour dire que nous sommes très honoreux de recevoir ce prix dans un cadre prestigieux, qui plus est, et nous souhaitons remercier chaleureusement l'ensemble des membres du jury. Un grand merci également à l'éditeur, le groupe Espace Information Dentaire, et à sa présidente et directrice, Madame Damour. Et à titre personnel, j'étais vraiment très contente de co-signer ce papier avec un jeune enseignant-chercheur de Clermont-Ferrand, donc Guillaume Bonnet, qui est vraiment très expert dans ces nouvelles technologies numériques en rapport avec la prothèse dentaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec justement ces prothèses faites de façon numérique? Alors, il faut se dire qu'en France, actuellement, le nombre de patients édentés complets continue d'augmenter du fait du vieillissement de la population. Et depuis 50 ans, le traitement de ces patients édentés n'avait absolument pas évolué. Donc, on les traitait avec des dentiers, comme vous l'avez dit. Et là, c'est un changement majeur, puisqu'en fait, on peut concevoir puis fabriquer par la CFAO ces prothèses. C'est quoi CFAO? Conception et fabrication assistée par ordinateur. Il y a la PAO et la CFAO dans un dîner, ça fera très chic. Hein. Donc en fait, on a des logiciels dédiés à cela et entre guillemets, le métier de prothésiste a considérablement changé de par cette technologie, puisque le prothésiste ne va plus manipuler du plâtre, de la cire, des résines, mais il va concevoir cela sur un écran d'ordinateur. Il va l'envoyer après une machine-outil qui va usiner la prothèse et on obtient des prothèses avec une précision d'adaptation qui est colossale. L'impression 3D pour un jour faire ces choses-là? Alors, pour l'instant, les travaux en impression 3D pour des prothèses complètes numériques, donc des dentiers, ce n'est pas encore abouti, puisque les résines utilisées au niveau biocompatibilité et vieillissement, ce n'est pas encore ça. Donc pour l'instant, on est vraiment dans de l'usinage. Mais ce qu'il faut vraiment noter, c'est qu'avec ces nouveaux procédés numériques, on a une élévation du niveau moyen des prothèses qui sont réalisées. C'est-à-dire que la prothèse complète, les dentiers, ça a été très longtemps délaissé par nos collègues praticiens et aussi par nos prothésistes, parce que c'est assez ingrat puisque le résultat n'est pas toujours certifié. Et donc là, avec ces nouveaux outils, on maintient une précision tout au long de la chaîne qui fait que le résultat est quasiment garanti à coup sûr. Donc on utilise ces nouveaux outils numériques, c'est vraiment une aide. On ne révolutionne pas la prothèse complète puisque les grands principes sont toujours les mêmes, mais par contre, les nouveaux outils à notre disposition nous permettent d'augmenter notre niveau moyen au niveau qualitatif. Donc ça veut dire que pour les patients, il y a un bénéfice, ça colle mieux et ça s'adapte mieux et ça vieillit moins, mais ça n'empêche pas les gencives de bouger dans le temps. Exactement. Ça ne veut pas dire qu'ils vont garder forcément l'appareil plus longtemps. Simplement, sur les premiers résultats, puisque tous nos patients sont évalués, on obtient quand même des résultats largement supérieurs à des prothèses classiques au niveau du ressenti sur la qualité de vie orale, sur le retour à une confiance, et une confiance dans leur appareil. Donc c'est un retour à l'estime de soi aussi, et une intégration psychosociale de ces prothèses sur des patients qui, il faut le dire, sont handicapés. Et donc ça, c'est un gain non négligeable pour nos patients. Merci beaucoup. Vous voyez, vous avez quelques espoirs pour l'avenir. Attendez la photo.
Merci beaucoup. Et nous passons à la formation pour les personnels infirmiers et aides-soignants. Là, j'ai comme un trou parce que je n'ai pas la fiche correspondante. Voilà, c'est pas grave. J'avais les professionnels de rééducation, mais bon, c'est pas très grave. Ne bougez pas, je me réunis avec moi-même et je retrouve la fiche. Alors, voyons voir. Voyons voir de quoi parle-t-on. Ah oui, oui, c'était tout à fait à la fin. Ah là, vous êtes... Ils sont pas gentils avec moi. Hein. Attendez, on va retrouver. Voilà. Ne désespérez pas, on ira manger quand il faut. Bon, ben, écoutez, donc c'est pas très grave, on va faire tout ça en direct. Donc voilà les nominés et qui a gagné, je vais le découvrir avec vous. Voilà, on va appeler Monsieur Mercier ou Madame Mercier. Donc, le sujet, c'est l'annonce en oncologie pédiatrique, un travail en pluridisciplinarité. Alors, c'est vrai que, et je me souviens, donc je n'ai pas besoin de mes fiches, vous nous racontez une belle histoire. Vous nous racontez l'histoire d'un jeune garçon de 5 ans, prénommé G, c'est John? Non, c'est G, on gardera G. Et surtout, vous racontez comment, dans sa vie, dans le service hospitalier, vous allez lui faire partager tous les problèmes qui pourraient être pour lui absolument insurmontables et agressifs. Et donc, vous avez des petits outils très sympathiques. Racontez-nous. Alors, donc, je travaille dans une unité d'oncologie pédiatrique. Donc, nous accueillons des enfants atteints de pathologies cancéreuses. Et en termes d'annonce paramédicale, nous utilisons une poupée pédagogique qu'on appelle Bill. Donc, c'est une poupée qui est ventriloque et qui a été achetée au Canada, qui vient du Canada, et qui a été customisée en fonction de nos besoins, c'est-à-dire qu'elle est porteuse d'un cathéter à chambre implantable, qu'elle peut retirer ses cheveux, puisqu'elle n'a pas de cheveux, elle a une perruque. Nous avons le pack avec les patchs d'EMLA. Et donc, on va utiliser Bill pour, en tout cas, aider l'enfant à valider les informations reçues par le médecin en amont. Donc, vous dialoguez en fait avec Bill pour poser des questions comme si c'était l'enfant qui vous les posait ? Tout à fait. Clairement, j'ai pas du tout de compétences de ventriloquie, mais c'est moi qui... Ça va venir. Je demanderai à mon directeur d'établissement alors de me payer la formation. En formation continue, ça marche. Ah oui, écoutez, je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, je manipule cette poupée en compagnie de la psychologue de l'unité pour effectivement aider l'enfant à verbaliser un certain nombre d'émotions ressenties par rapport aux différentes thérapeutiques, la chimiothérapie, par rapport aux gestes invasifs qu'il va devoir subir tout au long de l'hospitalisation. Et dans l'histoire, vraiment dans l'article, j'ai vraiment voulu écrire cet article parce que c'était une très jolie rencontre avec cet enfant qui finalement... sans aucune modestie de ma part, j'ai plutôt le sentiment que Bill a été le premier finalement à poser des mots et à prendre le temps d'expliquer les choses à cet enfant qui finalement était pris dans une espèce de spirale entre le diagnostic, l'annonce de la maladie, le début du traitement, une dénutrition, une sonde nasogastrique. Ça devient son copain, son complice, il lui pose des questions ? Complètement. C'est pas forcément avec cet enfant-là, mais il m'est déjà arrivé d'avoir des enfants qui finalement rentrent dans le personnage de Bill. Et entre autres, un petit garçon qui un jour a posé la question à Bill en lui disant « Mais Bill, j'ai une question à te poser. Quand le médicament passe, est-ce que ça te fait mal ?» Enfin, vraiment, c'est le genre de question qui... à aucun moment, on est amené à imaginer une réponse, puisqu'on n'imagine même pas la question. Et cet enfant-là a très spontanément à poser la question à Bill. Et c'est juste magique, quoi. C'est un très bel outil. Il n'y a que chez vous que Bill est là Bill et Noon, parce qu'il y a aussi un autre qui s'appelle Noon. Il n'y a que chez vous ?
Dans l'établissement où je travaille, on est essentiellement un établissement d'adultes, donc non, Bill ne va pas chez les adultes atteints de pathologies cancéreuses, encore que peut-être que... Peut-être qu'il peut. Oui, tout à fait, peut-être que ça leur plairait, mais non, on fait ça uniquement dans l'unité d'oncologie pédiatrique. Voilà, c'est un très joli papier qui permet en effet d'engager le dialogue. Merci beaucoup. Oui, c'est bien, ça y est, je suis raccroché, tout va bien. Les professionnels de rééducation. Et donc, nous avions 2 propositions et le vainqueur est donc Michel Géda pour recherche documentaire en massokinésithérapie, physiothérapie. Les connaissances, en fin de compte, pour interroger les banques de données. Je vous présente les excuses de Michel Géda qui n'a pas pu venir, à moins qu'il vienne. Si ? Vous êtes Michel Géda ? Non, très bien, on est bien d'accord. Donc, je présente ses excuses, ça va encore. J'ai Aude Queneau qui était prévu et également monsieur qui va se présenter, bien évidemment. Alors, Aude Queneau. Oui, donc nous sommes très heureux de venir chercher le prix pour Michel Géda qui s'excuse auprès de vous de ne pas être là ce soir. Et je suis avec Christophe Dozac, le rédacteur en chef de Kinésithérapie scientifique. Alors, dans ce papier, on va quand même vous poser des questions, parce qu'a priori, vous connaissez les choses. C'est en fin de compte d'expliquer comment on peut exploiter intelligemment, comment on peut s'y retrouver par rapport à toutes ces bases de données qui sont absolument colossales. Et donc, vous avez même édicté, en fin de compte, une sorte de process en 5 étapes. Vous en souvenez ? Oui ? Allons-y. Donc, l'idée, en fait, c'était un article de commande parce qu'on avait été extrêmement sollicité, soit par nos étudiants, soit par des auteurs, simplement pour les accompagner dans la mise en place d'un protocole de recherche documentaire. Et devant ce nombre de sollicitations un peu itératives, nous avons contacté Michel Géda, qui est un expert dans ce domaine, pour lui demander à quelque chose d'extrêmement simple, un outil simple, pragmatique, presque un mode d'emploi, en fait, qui nous permettait d'interroger les banques de données avec quand même une démarche méthodologique et stratégique de qualité. Et c'était un exercice de style vraiment pas facile, je pense. Et M. Géda a su y répondre avec beaucoup de qualité, avec à la fois une démarche méthodologique vraiment claire et avec à la fois beaucoup de pédagogie pour un sujet qui n'est pas forcément très très facile pour nos collègues. Donc on tenait à remercier vivement Michel de cet exercice de style réussi, parce que cet article a été fortement demandé par les étudiants et nos collègues après. Vous voulez ajouter un petit mot, cher monsieur ? Je salue simplement l'auteur qui est rédacteur aussi en chef d'une autre revue. Voilà. Merveilleux, c'est des chefs partout. On vous applaudit, merci beaucoup. La photo. Attendez, restez avec la photo. Voilà, il faut dire aussi que Michel Géda, en fait, travaille pour l'HAS dans le service des bonnes pratiques professionnelles, donc il a l'habitude de ces méthodologies. Je pense que c'est un article où beaucoup de professionnels de santé trouveraient un intérêt pour justement exploiter au mieux ces bases de données. Nous passons avec nos amis vétérinaires, avec deux propositions, et le gagnant est Jacques Servière. Jacques Servière nous rejoint. C'est bien, venez accompagner, on est entre nous, c'est très bien, vous allez nous dire qui vient avec vous. Jacques Servière est neurobiologiste, directeur de recherche à l'INRA et membre du groupe de travail de bien-être à l'OIE, l'Organisation mondiale de la santé animale. Venez, venez. Avec la rédactrice en chef, voilà, le nouveau praticien vétérinaire, élevage et santé. Chère madame, soyez la bienvenue. Alors bien évidemment, la question qu'on va vous poser, quand vous dites le bien-être animal, chacun s'en fait son imaginaire. Mais est-ce que ça correspond à une définition ? Quels sont les critères qui font qu'aujourd'hui on peut parler, puisque l'Organisation mondiale de la santé animale s'y est penchée, donc j'imagine qu'il y a des cadres qui sont donnés à ce bien-être animal. Oui, tout à fait. Il y a eu pendant une dizaine d'années un travail qui a été mené par des groupes d'experts successifs. J'ai eu le privilège de faire partie de l'un d'eux, et qui se réunissaient régulièrement tous les 2 fois par an pour rassembler toutes les données scientifiques et les données scientifiques dures au sens neurosciences, au sens physiologie, mais aussi les données d'éthologie, c'est-à-dire le comportement animal,
qui permettait de rassembler des indices permettant de dire si un animal d'une espèce donnée est dans un état qui va nous paraître satisfaisant. Évidemment, c'est toujours l'humain qui va en juger. C'est le vétérinaire ou c'est le scientifique comme moi. On a codifié ensuite un certain nombre de pratiques qui permettent de dire si on respecte ce cahier de charges, ça ne s'appelle pas comme ça à l'OIE, mais ça se transpose en un cahier de charges, on peut penser, on peut faire l'hypothèse que l'animal est dans des conditions satisfaisantes. Citez-nous deux, trois exemples de ça. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Alors, ce qui peut intéresser, c'est par exemple donner un espace vital minimum à un animal qui est finalement maintenu en captivité puisqu'il dépend de l'homme. Donc il faut que les poules soient dans 20 cm². J'ai des collègues, par exemple, à l'INRA, puisque je viens de cette institution, l'Institut national de la recherche agronomique, je précise pour les collègues médecins, qui ont passé du temps à faire des manipulations pour essayer de voir ce que les poules préféraient. Ça peut faire sourire par rapport aux enjeux dont nous venons d'entendre parler, mais compte tenu de l'intérêt que ça suscite dans les sociétés, voilà un cas précis. On cherche à savoir s'il faut leur donner telle ou telle surface en centimètres carrés. Mais il y a d'autres situations où on cherche à simplement réduire le taux de stress ou la douleur que peut éprouver un animal quand on lui fait subir, parce que nous lui faisons subir, des pratiques dites d'élevage qui sont très contraignantes, qui sont des véritables ablations. Donc voilà, on cherche à faire ça et on cherche à définir les situations et rassembler toutes les données dont on peut disposer, qui sont des données objectives, pour tenter de nous projeter dans une psychologie de l'animal, pour essayer de voir si, compte tenu des contraintes de son espèce, il va être dans une situation qui sera relativement satisfaisante, que on a fini par appeler bien-être animal. Alors je sais qu'il y a au sein des vétérinaires et au sein des éleveurs, du monde qui fabrique, je n'ai pas d'autre mot, qui fabrique les animaux que nous consommons, parce qu'il y a toute cette dimension-là qui est assez dure, des gens qui disent qu'il vaudrait mieux parler de bientraitance ou de soins aux animaux, parce que là, on sait au moins que c'est l'homme qui fait cette organisation-là, tel bâtiment avec telle taille, plutôt que de se mettre à la place d'un animal, ce qui est difficile. Or, tout le défi pour une génération, plusieurs générations maintenant de scientifiques et d'éthologistes et de neurobiologistes comme moi, c'est de tenter de trouver les outils qui nous permettent de dire, là, compte tenu des données physiologiques qu'on a dans l'animal, eh bien, il est possible de faire le pari que cet animal est dans les moins mauvaises conditions. Voilà. Alors, on peut espérer après, donc, il y aura des transcriptions réglementaires ou pas du tout? Elles existent. Alors, ce qui se passe à l'OIE, c'est que c'est une sorte une petite Bible référentielle. Elle n'a pas de valeur législative contraignante. Et maintenant, grâce au travail qu'a mené l'OIE depuis longtemps, c'est la Bible. À partir de là, se construisent des législations, et je dois dire que là, l'Europe a mené la danse depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire, en Europe, nous disposons de directives, nous disposons de transpositions de directives dans les droits nationaux qui font que les pays, et donc les acteurs, doivent impérativement mettre les animaux dans des conditions, une série de conditions, espèce par espèce. Voilà. L'Europe est un peu en leader de ce côté-là. C'est une fierté qu'on peut avoir collectivement parce qu'il y a eu tout un travail qui a été fait. Alors effectivement, c'est gênant, ça pose des contraintes par rapport à d'anciennes habitudes, d'anciennes pratiques. Mais nous sommes dans ce processus-là. Merci beaucoup. Chère madame, un petit mot complémentaire? Non, vous êtes très contente, j'ai un prix. Juste un petit mot pour dire aussi que c'était un travail d'équipe et que je remercie tous les auteurs qui ont participé à ce dossier, notamment François Gary, Isabelle Vessier et d'autres qui ont fait, je pense, la réussite de ce numéro. Et je pense que l'idée de bien-être animal va pouvoir être également déclinée dans nos deux autres vues, aussi bien pour le cheval que pour le chien et le chat avec une dimension différente. Merci beaucoup, on vous applaudit.
C'est un autre sujet. Comment? Bien sûr. Allez, nous enchaînons avec les sages-femmes. Formation pour les sages-femmes. 2 domaines, impact de la précarité à l'établissement de la relation mère-enfant et la génétique clinique entre fatalité, conseil, espoir et questions. Et le gagnant, c'est la génétique clinique entre fatalité, conseil, espoir et questions. Jacqueline Vigneron nous rejoint. Sous vos applaudissements, Jacqueline Vigneron nous vient également de Nancy, donc Nancy est très à l'honneur. PUPH de génétique et maternité. Alors vous êtes intéressé bien évidemment à tout ce qui fait la périnatalité et qui a transformé la périnatalité. Et si on en croit la dernière enquête de l'INSERM qui est sortie il n'y a pas longtemps, un certain nombre de progrès ont eu lieu et une grande partie est liée donc à la génétique. Et vous avez voulu dans ce papier montrer un petit peu les attentes qu'on pouvait avoir dans cette génétique en sachant qu'elle ne peut pas tout faire, ce qui fera plaisir à Arnold Munich. Oui, je salue Arnold Munich puisque nous avons collaboré pendant presque 40 ans. Il y a les 3e jeudis de Necker qui existent depuis maintenant plus de 40 ans et on a tissé une toile qui n'est pas une toile virtuelle mais qui est une toile présentielle puisque tous les mois on se réunissait et on échangeait ensemble. Et grâce à cela, entre autres, j'ai pu profiter et faire profiter aussi les patients des énormes progrès de la génétique puisque on est parti du karyotype tout simple pour arriver à des techniques de plus en plus sophistiquées. Maintenant, on parle même de ciseaux moléculaires puisqu'on envisagerait de pouvoir traiter certaines maladies génétiques. On n'en est bien sûr pas encore là. Et justement, il faut essayer de remettre les pendules à l'heure parce que les parents imaginent qu'on peut leur proposer un enfant parfait grâce au diagnostic prénatal, au diagnostic présymptomatique. Or, ce n'est pas quand même le cas. On peut quand même les aider. On a fait d'énormes progrès, mais le problème actuellement génétique, c'est qu'on peut faire des diagnostics, mais on n'a pas de traitement efficace à proposer. Il y a beaucoup de tests génétiques qui sont proposés aujourd'hui en fonction de l'environnement et de la famille, bien évidemment. Ces tests génétiques, hormis la trisomie 21, qui sont assez connus, il y en a beaucoup d'autres qui sont développés. C'est énorme, et il y en a tous les jours plus. Et c'est extraordinaire, de cette spécialité qui finalement a été officialisée en 1996, donc une jeune spécialité, eh bien, a vu les progrès, l'explosion des techniques de diagnostic. Alors, c'est comme si vous aviez une bibliothèque. Au début, on arrivait à compter les livres de la bibliothèque. Après, on a pu, c'est une comparaison, hein, on a pu voir que certaines pages du livre avaient disparu, qu'elles manquaient. Et puis ensuite, on a pu voir qu'il y avait une partie du texte. Et maintenant, on en est à voir qu'une lettre manque dans le texte. Vous voyez donc l'échelle énorme. Est-ce que les lois de bioéthique, on peut en attendre quelque chose puisqu'elles vont être révisées? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez envie de demander par rapport à ces lois de bioéthique? De demander, non, mais simplement de remettre un peu les pendules à l'heure et de ne pas laisser croire aux parents et au public qu'on peut tout détecter et que l'enfant parfait n'existe pas. Parce que souvent, les parents veulent absolument un enfant qui a 0 défaut. Or ça, c'est impossible. Voilà, donc c'est bien ce que disait Arnold Munich au début. Vous êtes tout à fait dans la même phase. On vous applaudit. La photo. Voilà, nous passons maintenant à donc, la vie professionnelle, la santé publique ou l'économie de la santé, rédigée par un journaliste. 3 propositions. Et la gagnante est Laure Martin, que nous accueillons à la tribune. Laure Martin, concours médical. Voilà, donc vous avez, vous, pris le parti de nous raconter un témoignage, de nous raconter une vie, en quelque sorte, d'un docteur qui travaille dans des conditions un petit peu particulières, Didier Ménard, comme il est indiqué ici. Quelques mots de son portrait. Oui, son portrait était vraiment très intéressant, tout d'abord par rapport à son parcours, parce qu'il s'y est pris 3 fois
pour aller au bout de ses études de médecine. Il ne se sentait pas très à l'aise dans le milieu. Et c'est en croisant la maman d'un ami d'enfance, en lui annonçant qu'il avait renoncé à la médecine, qu'il lui a dit il n'y aura jamais aucun médecin qui comprendra ce dont on a besoin, nous, dans notre cité, parce qu'il est issu d'une cité. Et c'est quand ça a été une phrase choc pour lui, et il a décidé finalement d'aller au bout, donc de faire toutes ses études de médecine et de finalement s'installer dans une cité, à la cité des Francs-Moisins à Saint-Denis, où il a fait toute sa carrière. Et donc, il a mélangé, bien sûr, la médecine, puisque c'était son domaine, et surtout une action sociale extrêmement développée. Exactement. Pour lui, c'était vraiment important de développer ce qu'il appelle la médecine sociale. Pour lui, ce qu'il fallait, c'était que ce ne soient pas les patients qui s'adaptent à la médecine, mais que la médecine s'adapte aux patients. Donc pour ça, il a créé une association avec son confrère. C'était l'association communautaire santé bien-être, et dont le but, c'est de promouvoir la prévention, l'éducation, l'information des habitants de la cité. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour mettre ça en œuvre, il a décidé de recruter 5 médiatrices qui sont des habitantes de la cité. Et du coup, ils les ont formées au système social, au repérage des problématiques des habitants de la cité. Et elles-mêmes intervenaient pendant les consultations pour reformuler les propos du médecin aux patients. Et du coup, quand elles repéraient également tous les besoins des patients pour les transmettre aux médecins. Et puis finalement, l'heure de la retraite a sonné. Et l'idée, c'était que l'idée ne s'arrête pas là. Donc ils ont transmis leurs idées à 5 internes qui ont décidé de prendre le relais, à la seule différence qu'eux étaient installés en libéral, tandis que les 5 médecins, les 5 internes, vous préférez être salariés. Donc ils ont créé un centre de santé porté par l'association. Et maintenant, c'est eux qui assurent la relève dans la cité. Voilà, c'est un très, très, très joli portrait rédigé par Laure Martin. Bravo. Je voudrais juste remercier le jury, le directeur des publications, Alain Tribuc. Il est là. On nous a tout caché. Docteur Ménard, venez, vous êtes reconnu. Voilà. Et Catherine Ollier, qui est la rédactrice en chef du concours médical. Voilà, on parlait de vous et vous étiez là. Oh. Heureusement qu'on a dit que des bonnes choses sur vous. Hein. Vous pouvez faire la bise, hein, parce que je pense que vous faites la bise d'habitude. Non. Donc, ce modèle, vous voyez, ils sont tous admiratifs. Hein. Donc, ce modèle, vous pensez qu'il est transposable dans différentes cités, parce que malheureusement, c'est là où le besoin est le plus important. En d'autres termes, est-ce que ce que vous avez mis en place est transposable ailleurs? Alors, ça va être long. Non, vous avez 2 minutes. Alors, ce qu'on a mis en place, tout compte fait, c'est qu'on a montré que la profession de médecine générale était en transformation aujourd'hui, en transition, et que dans cette transition, les nouvelles missions du médecin généraliste, à travers l'accompagnement sur des parcours de santé des populations, montrent vraiment qu'on est sorti de l'exercice du soin pour passer à l'exercice de la santé. Dans une cité comme les Francs-Moisins, nous n'avions pas d'autre choix, mais je pense qu'aujourd'hui, et je le sais, cela se développe partout parce qu'on a inscrit ces nouvelles missions non plus comme du bénévolat auprès des populations en difficulté, mais comme les credos de le nouvel exercice de la médecine générale. Et donc, on n'avait pas le choix, on a montré que c'était possible, on a construit la pluriprofessionnalité, on a intégré la dimension sociale dans le projet thérapeutique pour qu'il soit tout simplement réalisable. Et ces populations nous ont appris à repenser d'une manière différente, et ça devient très opérationnel lorsqu'on prend en charge la question de la troisième médecine, c'est-à-dire les maladies chroniques, qui nous imposent aujourd'hui de repenser nos missions. Et si on peut faire reconnaître ces nouvelles missions, non plus comme, je disais, du bénévolat, mais comme d'authentiques missions, on pourra derrière réfléchir plus facilement à quels sont les modes de rémunération qui sont les plus pertinentes pour ces missions, et on sortira des vieux archaïsmes et conservatismes d'opposition du libéral au salarial. On est dans un nouveau mode d'une transition qui réinvente aujourd'hui toutes ces questions-là. Au Francs-Moisins, on a eu la chance, parce qu'on n'avait pas d'autre choix, d'être un peu les pionniers, et ben voilà, c'est tout. Ça fait du bien. Bravo. Ça aurait été dommage de vous rater quand même.
André Grimaldi qui a le bon œil. Hein. Ouais. Troisième médecine, hein. Voilà, référence au bouquin, etc. On ne fera pas de pub aujourd'hui. Il a assez vendu de bouquins comme ça. On passe au compte-rendu de réunion scientifique ou congrès, qui est un grand classique de ce Grand Prix. Et nous avions donc, dans ces comptes rendus, 3 propositions. L'ACR, le cancer et médecine et reproduction. Et le gagnant, ce qui est quand même assez fréquent et régulier, eh bien, c'est le cancer. Stéphane Vigneault. Stéphane Vigneault, Institut Jean Godinot à Reims. Voilà, donc vous savez, ces comptes rendus de congrès, chaque année, font le point et essayent de faire le pont entre ces études qui peuvent être un tout petit peu austères et compliquées, et puis la pratique, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va nous donner dans la pratique quotidienne pour nos patients. Et c'est essentiellement l'ASCO et l'ESMO qui sont les 2 congrès que vous avez couverts dans ce domaine. Donc là, l'exercice de style est encore plus simple, c'est de nous dire 2 éléments qui vous paraissent impactants pour l'avenir du cancer. Parce qu'on a quand même l'habitude de dire avec le cancer que chaque année, on nous dit ça y est, c'est la révolution, c'est fantastique, on a gagné 3 mois de survie, machin. Et à chaque fois, les gens vous disent 3 mois, dites donc, c'est quand même pas beaucoup. Donc remettez-nous un peu en perspective, refaites-nous un peu rêver avec l'immunothérapie, avec tous ces éléments-là. Si vous devez retenir 2 choses, c'est quoi? Alors 2 choses. Ah oui, c'est ça la complication, hein, oui, c'est pas facile. Votre question a tout le sens, puisque c'est aussi justement comme ça qu'on a abordé ce compte-rendu, à savoir que l'idée était de reprendre l'actualité de l'année, mais justement de demander de se focaliser dans ce compte-rendu sur ce qui a eu un impact dans l'année passée, ce qui aura un impact dans l'année qui vient, et effectivement dans cette logique-là. Si on doit dégager de façon plus globale, et finalement en allant déjà, j'allais dire, en avant-première sur la prochaine édition de cet article, les 2 principales choses, c'est effectivement l'immunothérapie qui confirme d'année en année son intérêt. Le deuxième aspect, c'est ce qu'on appelle la médecine de précision, c'est-à-dire en oncologie, qui n'est pas spécifique à l'oncologie, mais donc de pouvoir adapter un traitement à un profil, en tout cas tumoral pour l'instant, et potentiellement à terme à un profil patient. Ça va être les 2 grands axes. La grosse nouveauté qui dépasse cet article, puisque finalement on va être sur l'actualité 2017, c'est que pour l'instant, l'essentiel des résultats, on l'avait en situation métastatique. À l'exception de l'herceptine dans le cancer du sein, qui avait montré des choses en situation adjuvante, on était essentiellement sur, comme vous l'avez mentionné, le fait qu'on arrive à prolonger la survie, le fait qu'on augmente la qualité de vie, mais chez des patients métastatiques, donc pas dans le contexte de guérison. Là où il y a des choses qui sont en train de bouger, c'est que ces molécules qui se sont développées dans ces contextes-là, après des difficultés de développement qu'il faut pas négliger, ces molécules arrivent en situation précoce chez des patients qui ont été opérés ou qui ont des tumeurs donc qui sont peut-être localement avancées, mais en tout cas non métastatiques. Et là, l'espoir, c'est le bénéfice sur diminuer la rechute. Donc l'espoir, c'est d'augmenter le taux de guérison. Et on a eu là sur 2017, que ce soit dans le mélanome, dans le poumon, qui deviennent des modèles extrêmement intéressants de développement de ces molécules. On a eu des résultats extrêmement probants, extrêmement prometteurs. Donc c'est vrai qu'on est en train de sentir là ce tournant, où les 2 aspects, finalement j'en ai rajouté un 3e, mais ces 2 aspects sont en train d'avancer sur l'augmentation du taux de guérison dans tous ces cancers. Et alors on parle beaucoup en effet de médecine personnalisée, en se disant qu'on prélève un peu de tumeur, qu'on va avoir la carte génétique de la tumeur, qu'on va pouvoir comme ça mieux cibler les choses, qu'on ne parle plus d'organes mais qu'on parle de type tumoral, cellulaire. Est-ce qu'aujourd'hui en France, vous avez un cancer, qui en bénéficie? Est-ce que c'est quelque chose maintenant qui, avec les plateformes, s'est bien développé? En d'autres termes, combien de cancers pris en charge aujourd'hui bénéficient de ce genre de typage? En France, nous avons la chance de pouvoir dire que tous les patients y ont accès, puisque l'accès, alors sur les analyses immunohistochimiques conventionnelles, ça c'est des choses qui sont déjà en routine depuis longtemps, mais l'accès aux plateformes de génomique par l'INCa a été très bien organisé, il faut de temps en temps le souligner. L'exemple français est cité dans les congrès internationaux comme étant un exemple d'organisation dans le développement de la médecine personnalisée. La question maintenant qui se pose, c'est de ne pas rester sur ces fondamentaux et de ne pas louper le coche des étapes qui arrivent derrière, de séquençage, et de se dire que, voilà, de ne pas rester sur ce qu'on a acquis et cette satisfaction légitime, mais de pouvoir continuer à proposer aux patients, avec les mêmes discussions que ce qu'il peut y avoir sur la génétique qui ont été évoquées tout à l'heure dans le cadre de la génétique constitutionnelle, qu'on ne peut pas non plus tout faire dire à la génétique, que malgré tout,
même si le profil tumoral, les mutations sont extrêmement importantes pour nous aider dans les traitements, le contexte cellulaire continue à être important, le contexte immunitaire du patient peut être important, donc ne pas se dire que la cartographie de la tumeur, que ce soit sur un prélèvement, une biopsie ou une biopsie liquide, maintenant comme ça peut se faire, ne va pas forcément permettre de définir forcément toutes les stratégies thérapeutiques. Mais indiscutablement, on avance et on n'a pas à rougir des équipes françaises dans ce domaine. Merci beaucoup. On voit en effet que d'année en année, la cancérologie se structure au bénéfice des patients. Alors pour les 2 derniers prix, je vais demander l'aide, le secours du président du jury. Si, mon cher André Grimaldi, si, on m'avait dit non, je veux que le dernier, mais moi c'est marqué, vous avez les 2. Donc vous venez pour les 2? Non? Tout seul? Non, mais il va nous parler un petit peu des choses sur les travaux, parce que c'est un passionné d'informatique et de big data. Allez, meilleur article présentant les travaux originaux en médecine. Je vais prendre un micro, juste le micro derrière, voilà. Voilà, donc, l'idée c'est de sélectionner des travaux originaux, et donc 3 types de présélectionnés, et donc le vainqueur, on reste dans le cancer, qui occupe une place importante, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est la première cause de mortalité. Les cancers des adolescents et des jeunes patients, vision épidémiologique et organisation des soins en France. Bravo. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup du cancer des adultes, qu'on a eu au mois de septembre le mois des cancers des enfants et des petits-enfants. Et puis entre les deux, donc, il y a les adolescents et les jeunes patients. Ça représente quel pourcentage de maladies? Alors, bon, je remercie quand même les registres du réseau Francim des cancers, sans qui, en fait, on n'aurait pas pu en fait, monter ce type d'études à l'échelle populationnelle pour avoir vraiment des chiffres représentatifs de la situation en France des adolescents et des jeunes adultes atteints de cancer. Cet article, c'était un article sur commande et il retrace un petit peu l'ensemble de nos projets qu'on a pu mener depuis 2001 sur les AJA. Alors les AJA, effectivement, c'est comme les cancers des enfants. Adolescents et jeunes adultes. Adolescents et jeunes adultes, AJA, ça représente 800 nouveaux cas de cancer pour les adolescents âgés de 15 à 19 ans et à peu près 1200 nouveaux cas pour les 20-24 ans, à peu près 2000. Et donc, ce sont des types de cancers différents de l'adulte? Alors, question traditionnelle. Donc, ce qu'on peut dire, en tout cas pour ces cancers, c'est un mix entre ce qu'on peut observer chez les enfants et ce qu'on peut observer chez les adultes. Chez les adultes, 85% c'est des tumeurs épithéliales, c'est-à-dire des carcinomes. Chez les AJA, c'est à peu près 33% de tumeurs carcinomateuses. Et on observe aussi ce qu'on peut observer chez les enfants, notamment des leucémies, des lymphomes propres à l'enfant et des tumeurs mésenchymateuses, qu'elles soient osseuses ou des tissus mous, des sarcomes. Et donc la prise en charge en France des AJA est satisfaisante? Alors, elle a évolué. Ça, c'est la question. Elle a évolué depuis 2002, date de la création de la première unité AJA à l'Institut Gustave-Roussy. C'était l'unité La Montagne, si mes souvenirs sont bons. Alors, on a essayé effectivement avec cette unité de copier le système anglais, anglo-saxon, avec des unités physiques pour les AJA. Seulement, en Angleterre, qu'est-ce qui se passe? C'est sponsorisé par une association qui a énormément d'argent et qui finance en tout cas ce type d'unité à hauteur de 60%. C'est le Teenage Cancer Trust. En France, donc on n'a pas ces moyens en tout cas pour avoir développé ce type d'unité. Donc c'est des unités qui se sont développées avec des démarches un petit peu individuelles sur des gros centres en tout cas en cancérologie. Et ça a été en tout cas promu
par l'Institut national du cancer, qui a su en tout cas soutenir au moins 7 projets pour les AJA dès 2012 ou 2013, si mes souvenirs sont bons. Alors après, effectivement, de créer une unité, qu'elle soit physique ou virtuelle, pour les AJA, ça coûte très très cher. Et donc du coup, ce que le gouvernement en tout cas a décidé avec la directive ministérielle de 2016, c'est d'organiser la prise en charge régionale des AJA à l'échelle régionale, c'est-à-dire des grandes régions. Voilà un peu le principe des centres référentiels, experts. Voilà, photo. Voilà. Nous abordons les 2 derniers prix. Avec donc le prix spécial du jury. Et le prix spécial du jury, donc, est attribué à Hervé Servi, ingénieur en système informatique et réseau. Gardanne, joué au jeu de Go, spécialiste d'André. Pourrait-il donner du temps aux médecins? En d'autres termes, est-ce que le Watson va nous empêcher de submerger par les données? Alors, je laisserai la parole après à André. Donc, c'est paru dans la lettre du rhumatologue. Et donc, vous nous apprenez un petit peu comment ces big data vont pouvoir être gérés, comment, ça c'est un outil informatique, mais comment après, dans la vie du médecin et la vie du patient, ça peut être non pas un ennemi, mais au contraire un allié. Tout à fait. On a essayé dans cet article d'être avant tout prospectif et surtout pas prophétique. Certains interlocuteurs avant ont souligné ce point-là. Avant toute chose, quand même, pour vous dire que j'ai eu cette opportunité, j'aimerais quand même remercier parce que, comme vous l'avez vu, je ne suis pas médecin, je suis ingénieur, je ne suis ni infirmier, ni aide-soignante, de l'ouverture et de l'intérêt de quelques médecins pour l'informatique et pour le digital, qui ont tôt compris que ça serait un des piliers des évolutions de la santé. Notamment ma première co-auteure dans la lettre du rhumato, la boucle se boucle, professeur Laure Gossec de la Pitié-Salpêtrière, et monsieur le rédacteur en chef de la lettre du rhumatologue, professeur Bernard Combe, qui très tôt m'ont fait confiance, non pas finalement sur mes qualités humaines, mais plutôt sur ma formation, quoique, il y aura un grand débat, sur ma formation, de dire, bah oui, on sent qu'effectivement le digital sera un des piliers de la collaboration nécessaire à une médecine un petit peu différente. Alors, sur le big data, des choses, on a essayé d'être très concret et il y a un formidable hasard de l'histoire. On a écrit cet article en septembre 2016, quelques jours après l'assistance publique des hôpitaux de Paris contacte mon équipe de recherche clinique, spécialisée en recherche clinique, me dit on a un ensemble de données de 200 patients avec des données d'activité, des indicateurs de poussée de maladie. On croyait qu'il y avait un lien, mais en fait, il n'y a rien qui ressort. Là, on se dit, bon, on va appliquer les techniques justement dont on parle, de ce qu'on appelle de machine learning, de machine apprentissantes, de big data. Ça n'a pas trop mal marché. Ça a même si bien marché que la semaine dernière, nous étions au congrès annuel de l'American College of Rheumatology en communication pour montrer que nous avions mis au point, juste mis au point, une machine capable à 98% de détecter une poussée de maladie juste en regardant les gens marcher. Donc une application extrêmement concrète en moins de 11 mois. Les perspectives après sont à évaluer. Une nouvelle manière d'admettre les patients en consultation sur l'activité de la maladie, non plus parce que c'était prévu, et peut-être aussi une nouvelle manière d'évaluer l'efficacité de certains médicaments sur la poussée vécue par le patient. Mais disons qu'il y a des choses très concrètes, et ça c'est une chose très importante, et le but c'est que rapidement, cela offre des solutions à la recherche clinique, aux soins courants, et in fine, donner du temps aux médecins. Et pour reprendre un terme que j'ai souvent utilisé quand je travaillais pour le Comité national d'éthique, c'était de dire, de redonner du sens à la clinique, que l'informatique finalement ne déshumanise pas, mais redonne justement le temps pour la clinique au chevet du patient. André Grimaldi, une petite question. Non, je suis impressionné par ce que vous venez de nous dire à l'instant. C'est-à-dire que vous avez montré une corrélation entre la façon de marcher et une pathologie ou des pathologies. Entre les poussées et entre les poussées de cette pathologie. Et en fait, le défi, c'était de dire, mais la manière de marcher peut changer pour plein de raisons. Vous êtes fatigué aujourd'hui, vous êtes en RTT, pour ceux qui ont des RTT. Voilà, plein de raisons. Et on s'est dit, mais on ne trouvera pas de lien entre la manière de marcher et la poussée dans une maladie inflammatoire chronique. La machine, elle l'a vu. Donc par-delà, les petits effets de bord, tiens, aujourd'hui c'est mercredi, la machine arrive à trouver
après quelques jours d'observation d'une personne, arrive à dire, bah, tiens, j'arrive à savoir quand est-ce que cette personne est en poussée et à l'identifier. Et les scores de spécificité et de sensibilité sont juste remarquables. D'ailleurs, c'est pour ça que la CR les a sélectionnés. En pratique, ça voudrait dire que vous faites déambuler votre patient et vous avez le diagnostic, il est en poussée ou il va faire une poussée. Ça me rappelle quand j'étais externe chez M. Garcin, il y avait la consultation du mois du patron où les malades venaient de toute la France, étaient vus par l'externe, puis par l'interne, puis par l'agrégé. On sélectionnait quelques patients pour le patron. Et alors, c'est à l'époque où on pouvait, avant 68, examiner le patient qui rentrait en slip dans une salle où il y avait 50 neurologues. Et le patient rentrait du fond de la salle, tous les neurologues se penchaient pour le regarder marcher et monter sur l'estrade. Et en gros, faisait quand même un diagnostic en le voyant marcher assez souvent. Alors, c'est un retour vers le passé, c'est un retour vers le futur. Sauf que c'est plus le médecin qui le regarde, mais c'est l'ordinateur. Voilà. C'est un peu la différence. Avec les capteurs, j'imagine. Est-ce que le danger, c'est que les médecins ne savent plus regarder marcher? Mais bon, ils vont libérer du temps. Ils vont libérer du temps pour autre chose. C'est ça qui est bien. Bravo en tous les cas. Merci beaucoup. La photo. Bon, le dernier, donc Grand Prix du jury. Philippe Casassu. Gilles Kahn. Pour son éditorial sur le scandale du prix des médicaments coûteux. Il est temps d'agir, dans la revue Médecine. Merci. Donc il est toujours très actif parmi nous. Donc votre article, il remet en cause une chose. D'une part, il traite un des grands sujets, des grands défis de l'avenir de notre système de santé. Il y en a deux. Il y a, est-ce que financièrement le progrès est soutenable? Est-ce qu'on va pouvoir faire face avec des médicaments à 100 000 € par an? Deux, il y a les maladies chroniques qui explosent. Souvent d'ailleurs, les deux vont de pair, mais pas complètement. Vous traitez du prix, notamment en oncologie. Alors, la première chose, c'est que vous mettez en cause quelque chose que vous n'avez pas vu bien, vous en avez adhéré. Au fond, c'est l'idée suivante. Le prix d'un médicament doit dépendre de l'amélioration du service médical rendu. C'est un médicament qui change tout. Bon, on dit, là, l'immunothérapie, c'est normal qu'il ait un prix plus élevé. Alors, c'était très bien quand il y avait le traitement de l'Alzheimer. Ça ne marchait pas, donc prix pas élevé. Mais quand arrivent des vrais progrès thérapeutiques, les Anglais qui sont très pragmatiques ont calculé le QALY, 50 000 € une année de vie en bonne santé. Quand on a un médicament qui guérit l'hépatite C, qui évite le cancer du foie, qui évite... Alors, le prix, du coup, explose. Du coup, est-ce qu'il faut revenir en arrière, dire la SMR, c'est pas tout, c'est important, enfin on ne peut pas calculer le prix sur la SMR. Comment vous voyez ça? Alors, je vais d'abord, peut-être pour illustrer la progression du coût des médicaments et l'intérêt médical, juste donner une expérience qui est assez parlante que je donne au début de cet article. Il y a une maladie, je suis hématologue. Et il y a une maladie que je haïssais au début de ma carrière, qui est la leucémie myéloïde chronique. Dans cette maladie, je recevais en consultation un malade parce que le médecin avait trouvé un excès de globules blancs, et en fait c'était le bout de papier du résultat de laboratoire qui était malade parce que lui il ne se payait pas beaucoup. Je lui donnais deux gélules d'hydroxyurée, et au bout d'un mois il allait très bien. Et moi je savais qu'en moyenne, en 3 ans, il se transformait en leucémie aiguë, mortelle en 2 mois. Et donc je haïssais cette maladie. Maintenant, je l'adore, si je puis dire, parce que je donne depuis une vingtaine d'années un comprimé et les malades vont très bien et ils ne meurent plus. Avec ce petit détail, c'est que mon hydroxyurée, ça coûtait 15 € par mois. Le nouveau traitement coûte 2500 € par mois, à vie.
puisqu'avant c'était pendant 3 ans, et maintenant c'est à vie. Donc voilà, ça situe un petit peu le problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette progression des coûts des médicaments? Il y a 2 arguments que donnent les laboratoires pharmaceutiques, qui heureusement sont là pour nous produire les médicaments. Il ne s'agit pas d'attaquer les laboratoires pharmaceutiques. Mais en ce qui concerne le coût de ces médicaments, il y a 2 arguments qui me paraissent abusifs. Le premier, c'est ça coûte de l'argent, tous ces médicaments. Oui, il y a une recherche, et même la recherche sur les médicaments qui n'arrivent pas au bout, il faut bien la payer aussi. Donc il y a un coût de la recherche. Ce que l'on voit, on a parlé de la cancérologie tout à l'heure, c'est que depuis quelques années, il y a des dizaines de molécules qui chaque année apparaissent. On a parlé des antityrosine kinases, l'immunothérapie, qui coûtent de plus en plus cher. Et en fait, tous ces traitements, au début, notre médicament, de l'imatinib, de la leucémie chronique, il a coûté de l'argent en recherche. Il faut savoir que d'abord, beaucoup de recherche est faite au niveau universitaire, et donc pas les laboratoires en profitent. Et en tout cas, ce qui a été fait il y a 20 ans n'est plus à faire maintenant. Il y a des affinements de molécules. Et donc, dire que la recherche coûte énormément d'argent, elle coûte sûrement beaucoup moins qu'autrefois. Il y a le fameux sofosbuvir, qui est le médicament révolutionnaire de l'hépatite C. Il coûte en France, par un accord avec le laboratoire, 41 000 € pour le traitement de 3 mois. 41 000 €. C'est le double aux États-Unis. Au Maroc, il se trouve qu'il y a eu apparemment un gag du laboratoire qui n'a pas couvert le brevet. Le Maroc a fait une usine pour traiter les 300 000 malades atteints d'hépatite C. Et bien, donc, en prix coûtant, ça coûte 100 fois moins. 100 fois moins. Donc, certes, on peut concevoir que les laboratoires gagnent un peu d'argent sur la recherche qu'ils font et qu'ils font long cours. On voit bien qu'entre 1 et 100, il y a un rapport qui est complètement excessif. Et puis le dernier mot, pour faire allusion à ce que vous disiez, est-ce que c'est l'ASMR qui doit guider le prix des médicaments? Je veux dire qu'on risque d'aller complètement dans l'excessif. On pourrait se demander si on avait fait ça et qu'on avait, pour tenir compte du grand intérêt de la pénicilline ou du traitement antituberculeux dans les années 50-60, si on avait eu ce raisonnement, qu'on avait donné le prix de l'apport que cela faisait pour la science, est-ce que tout le monde aurait pu être traité par la pénicilline ou pour la tuberculose, etc. Donc c'est sûrement un argument abusif, à mon avis. Très bien, merci. Donc une question très simple, réponse assez rapide. Quelle solution à l'échelle internationale? Parce que quand même, voilà, vous êtes ministre de la Santé et donc vous allez proposer une restructuration du prix des médicaments. Un petit conseil pour Mme Buzyn, simple à appliquer. En fait, je pense on craint beaucoup aujourd'hui la mondialisation. Ce que je pense, c'est que, à l'évidence, si on se projette dans un siècle, l'avenir de l'humanité, elle est à une mondialisation bien organisée. Et on voit bien que tous ces laboratoires qui sont internationaux, on ne pourra jamais arriver à les convaincre de réduire les coûts si on ne fait pas une organisation, si ce n'est pas, même plus que le G20, ce n'est pas une organisation internationale qui va discuter les prix avec les laboratoires pharmaceutiques internationaux qui, aujourd'hui, suivant qu'on est en France, aux États-Unis ou en Inde, donnent des prix extrêmement variables. Merci, on dira ça à Mme Buzyn, de dire qu'il faut qu'elle travaille à l'échelle internationale et que c'est sûrement pour demain qu'on va régler ce problème difficile. Voilà, on vous applaudit et vous avez tous les trois devant le... Et puis après un petit mot final de Gilles Kahn pour clore cette remise des prix. Voilà, Gilles. Juste merci à tous les participants, les auteurs, mes collègues éditeurs, et on se rejoint tout de suite au pot de l'amitié et au buffet qui nous attend.